Bonjour à vous tous et bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire Face aux chrétiens. Je suis heureux d'accueillir aujourd'hui sur ce plateau Jean Leonetti, ministre en charge des Affaires européennes. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. J'ai parlé de plateau et non pas comme d'habitude de studio, car vous êtes Monsieur Leonetti, le bénéficiaire d'une première. Cette émission est désormais enregistrée à Issy-les-Moulineaux. Merci donc aux équipes de KTO de nous accueillir et à cette chaîne télévisée de rejoindre les partenaires historiques de cette émission, La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Alors avec moi sur ce plateau pour vous interroger, des journalistes de ces médias chrétiens dans leur diversité, Vincent de Féligonde pour le quotidien La Croix, Louis Dauphren pour Radio Notre-Dame et Romain Mazenot pour le réseau de radio chrétienne RCF. Alors avant d'aborder le gros de cette émission, Monsieur le ministre, notamment bien entendu la crise européenne, je vous propose un petit temps d'arrêt sur votre engagement politique et que l'on parle un peu de vous. Vous êtes médecin cardiologue de formation, vous avez dirigé pendant 20 ans le service de cardiologie du centre hospitalier d'Antibes. Vous n'auriez pas préféré ce 29 juin 2011 que François Fillon vous propose plutôt le portefeuille de la santé? Ça semblait beaucoup plus évident. Je crois que lorsqu'on est proposé pour rentrer au gouvernement, on n'est pas là dans le choix. On est dans une mission au service de son pays, et donc on ne refuse pas cet honneur et on ne la négocie pas. Ensuite, Ensuite, je pense que, très sincèrement, c'est un service qu'on m'a rendu de ne pas m'avoir nommé à la santé, parce que, comme vous le savez, il n'est pas très bon que le politique devienne un technicien ou un spécialiste. Et je crois qu'il faut, quand on est politique, être capable d'embrasser à la fois avec un œil neuf, un œil technique, un œil de compétence, mais aussi avec un œil politique, c'est-à-dire ouvert. Ça veut dire que vous devez être généraliste par rapport aux spécialistes que vous étiez en médecine? Oui, bien sûr. Je pense que lorsque j'abordais les problèmes de bioéthique, les problèmes de fin de vie, je l'abordais à la fois bien sûr sur le plan politique, mais en même temps avec la note de compétences techniques médicales, et que si on m'avait confié le poste de ministre de la Santé, dans le contexte actuel, je ne me serais peut-être pas trouvé aussi à l'aise et aussi enthousiaste que ce que je le suis au ministère des Affaires européennes. Mais dites-nous, entre deux ombres assez imposantes, qui sont celles de votre ministre de tutelle, Alain Juppé, ministre des Affaires étrangères, et puis celle aussi, bien entendu, du chef de l'État, qui régente également la diplomatie, c'est facile d'exister pour un ministre des Affaires européennes? C'est facile d'exister quand on travaille en confiance. Moi, j'ai pour Alain Juppé une amitié, une admiration qui est très ancienne. Et je crois que l'estime est réciproque. Donc Alain Juppé est un homme qui confie beaucoup, qui délègue beaucoup, et avec qui on peut travailler en totale confiance. Et donc c'est facile de travailler avec les gens intelligents. Et avec le président de la République, on a des relations qui sont des relations extrêmement franches et ouvertes, parce que c'est sa nature. Et donc c'est extrêmement facile aussi de travailler sous la directive du chef de l'État, qui bien sûr est le chef de la diplomatie. Et le ministre des Affaires européennes, il prépare les grands sommets avec ses homologues. Il travaille sur des sujets qui peuvent apparaître dans la crise anecdotiques, mais par exemple l'aide aux plus démunis. C'est un dossier dont Bruno Le Maire et moi-même avons été chargés par le président de la République. L'extension, l'élargissement de l'Europe. Est-ce que la Croatie, qu'est-ce qu'il faut faire en Serbie? Comment avoir un dialogue entre le Kosovo et la Serbie? C'est aussi dans les attributions du ministre des Affaires européennes. Et puis, avoir un brevet européen. Alors, vous êtes aussi vice-président. C'est aussi un des éléments qui peut permettre à l'Europe d'avancer sur le plan technologique, scientifique, et donc sur le plan de la croissance. Alors vous êtes aussi vice-président du Parti radical, vous êtes toujours maire d'Antibes, donc sur toutes ces questions, sur cet engagement politique, mes confrères ont aussi d'autres questions à vous poser. Et je propose de passer la parole à Romain Mazenot pour RCF. Vous avez créé au sein de l'UMP le Club des humanistes. Vous êtes, Dominique le rappelait, membre du Parti radical, vice-président. Qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui être humaniste? Finalement, est-ce que tout le monde ne l'est pas peu ou prou? Et qu'est-ce que ça signifie être membre du Parti radical, le fameux plus vieux parti de France au XXIe siècle? Qu'est-ce que ça veut dire être humaniste? Bon, peut-être qu'il ne fallait pas que c'était une évidence, mais de temps en temps, les évidences sont telles qu'il faut un peu les rappeler, faire une petite piqûre de rappel. Regardez l'Europe. L'Europe, on la regarde pratiquement plus que sous l'angle financier, économique. L'Europe, ça a du fond, ça a des valeurs,
ça a des valeurs humanistes. C'est bon de le rappeler. Et au moment où la droite populaire émettait un certain nombre de propositions fortes, il m'a paru important d'expliquer que la majorité était équilibrée et qu'entre l'autorité et l'humanité, il y avait une nécessité d'équilibre. Elle est aujourd'hui équilibrée, cette majorité. Écoutez, parce que la droite populaire, on l'entend beaucoup, mais vous avez les moyens de faire entendre un message de modération au sein de la majorité? Je crois que la modération, c'est pas la tiédeur. La modération, c'est au contraire la vertu. Hein. C'est au milieu que se tient la vertu, hein, pour reprendre l'adage latin. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, pour être efficace, il faut être humain. C'est ça qui est un peu particulier. On a toujours l'impression qu'il y a, allez, on va dire les centristes mous, et puis les ultra efficaces. Moi, je prétends que c'est la modération qui est efficace, parce qu'elle ramène le rassemblement des Français autour de valeurs communes, et que c'est ça qui fait surmonter les obstacles. Après, le Parti radical, vous l'avez dit, c'est un vieux parti. Il a 2 ou 3 marques. La laïcité, c'est une marque française de tolérance et d'ouverture. Il a aussi comme marque l'humanisme, c'est-à-dire que rien de ce qui est humain doit être étranger à la politique. Et chaque fois qu'on a une action, on doit se poser la question, est-ce que la personne humaine est en danger dans sa dignité, collectivement ou individuellement? Et je crois que si on se pose ces questions, à partir du moment où on a dit « je suis humaniste », eh bien, il y a des choses qu'on ne peut plus dire. Et en tout cas, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Et je crois que c'est important que ce soit ainsi. Alors, vous dites humaniste, on sait aussi, on connaît votre goût des nuances, mais quand on voit le niveau d'invective qu'a pris cette campagne présidentielle, je voulais savoir, Jean Leonetti, si vous vous sentez à l'aise. Je me souviens dans l'un des portraits dressés de vous dans la presse écrite, on disait que votre épouse, après vous avoir vu vous engager en politique assez tardivement, somme toute, disait « mais mon mari me semble un peu trop bien pour faire de la politique ». Ça, c'est l'affection et l'amour qui l'a fait parler. Je pense que... C'est l'amour aveugle, alors oui, probablement. Non, je pense que si on fait une interprétation que je ne voudrais pas faire parce que c'est à elle à le faire, mon épouse pense que, a toujours pensé que la politique, il y avait ce côté médiocre, quelquefois, dans l'insulte, dans l'attaque, et que le médecin que j'étais n'avait pas subi et ne subissait pas ce genre de situation. Et que donc, je pense qu'elle pensait, en disant ça, me protéger. Voilà. Alors, vous étiez aussi proche de Jean-Louis Borloo, peut-être d'autres questions de mes confrères, peut-être votre expérience à vous, justement, comme entrée en politique, votre expérience à vous, c'est aussi violent que ce qu'on décrit? Oui, c'est violent. En plus, je suis rentré dans la politique dans une période extrêmement violente, puisque la première campagne que j'ai menée, c'était une campagne municipale. C'était une succession d'un maire que j'avais servi et pour lequel j'avais beaucoup d'estime, mais les successions ne se font jamais obligatoirement dans la tranquillité. Et donc j'ai vu ce qu'il y a de plus stupide et de plus laid dans la politique, les tracts anonymes, les dénonciations, les coups de fil, les menaces. Donc j'ai décidé une bonne fois pour toutes que jamais je n'imprimerai un tract et jamais je n'utiliserai ces méthodes, parce que je pense que les Français en ont assez. Et donc ils veulent un débat d'idées, ils veulent comprendre ce qu'on fait, ils veulent qu'on le justifie, ils sont exigeants sur les idées, mais ils sont méprisants sur les insultes. Et donc ce n'est pas ma méthode de travail, en politique comme ailleurs. Après, quand j'étais médecin, généralement, quand vous raccompagnez quelqu'un à la porte, il vous disait « merci docteur ». Hein. Et puis, en politique, eh bien, on voit bien qu'il y a ce jeu de pouvoir et en même temps cet petit élément de suspicion. C'est à nous à l'enlever, cet élément de suspicion. La politique, c'est un engagement moral pour son pays, pour ses convictions. Et si on veut réhabiliter la politique, eh bien, il faut qu'on ait des méthodes qui soient en adéquation avec les objectifs que l'on défend. Une dernière question sur ce point politique, Jean Leonetti. Vous avez été proche de Jean-Louis Borloo. Je le suis toujours. Il y a d'autres candidats ou potentiels à cette élection présidentielle, notamment Hervé Morin, bien entendu, et François Bayrou. Vos rapports avec ces 3 centristes, pour lesquels vous êtes encore une fois plus ou moins en accordance d'idées? Bon, Jean-Louis, c'est un ami de longue date. On a les mêmes convictions. Je lui ai dit un jour que je pensais qu'il avait une mauvaise stratégie. Et nous divergeons sur la stratégie.
Moi, je pense qu'il doit y avoir des grands partis et qu'à l'intérieur de ces grands partis, il doit y avoir la diversité, la capacité à se rencontrer et à s'enrichir de nos différences. Je ne veux pas d'un parti unique et caporalisé avec une pensée unique. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle on a créé le Club des humanistes. Mais en même temps, je pense que le morcellement par petits partis et par petites chapelles n'est pas une excellente solution. Je pense que, je l'ai dit donc à Hervé Morin, c'est un homme pour lequel j'ai de l'estime, mais je pense qu'il se fourvoie dans une candidature de témoignage. Quant à François Bayrou, j'ai à peu près eu les mêmes conversations avec François que j'ai eues avec Jean-Louis. Je pense que c'est un problème de stratégie, ce n'est pas un problème de conviction. Dernièrement, François m'a invité à un débat sur l'éthique, sur la fin de vie. Je suis allé donc à son parti, à son club. On en a débattu. Et je pense que là aussi, on a l'un pour l'autre une estime réciproque, même si nos chemins stratégiques ne sont pas les mêmes. Alors nous allons marquer une première pause dans cette émission Face aux chrétiens. Nous retrouverons notre invité Jean Leonetti dans quelques instants, notamment pour creuser ce dossier de la crise européenne. Notre invité aujourd'hui est Jean Leonetti, ministre chargé des Affaires européennes. Il est interrogé par Vincent de Féligon de La Croix, Louis Dauphren de Radio Notre-Dame et Romain Mazenot pour le réseau de radio chrétienne RCF. Alors, monsieur le ministre, on va creuser le sujet qui vous concerne plus particulièrement, celui de la crise de la dette en Europe. Et la première question qui me vient naturellement à l'esprit, comment peut-on résoudre durablement cette crise quand on est en train de rentrer en récession? Vous posez le problème, est-ce qu'on peut, au fond, résoudre le vrai problème de l'Europe aujourd'hui et du monde, qui est la dette, sans avoir une discipline qui finit par tuer la croissance? C'est ça votre question. D'abord, pourquoi il y a une crise? Concilier les deux. Il y a une crise qui est une crise mondiale. On nous a appris pendant des années, il y a des pays émergents. Eh bien maintenant, les pays émergents ont émergé. Et ça n'est pas une mauvaise nouvelle que des pays qui étaient très en retard sur le reste du monde occidental, soit venu maintenant, dans une compétition mondiale, venir s'asseoir à la table de la croissance. Le deuxième élément, c'est que face à ça, l'ensemble des pays européens, mais d'autres, le Japon, les États-Unis d'Amérique, ont creusé des déficits et ont amené des dettes. Et ces dettes sont devenues insoutenables au sens anglo-saxon du terme, c'est-à-dire difficiles à rembourser. Et donc, la première idée, effectivement, c'est de dire on n'a pas une crise de l'Europe, on n'a pas une crise de l'euro, on a une crise de la dette souveraine des pays dans la zone euro, avec des différences évidentes des uns aux autres. La question, elle est donc de dire comment je fais de la discipline budgétaire tout en faisant de la solidarité, et comment je fais dans cette discipline et cette solidarité pour répondre au seul objectif qui doit être l'objectif de tous les pays européens, je retrouve la croissance et je retrouve l'emploi. Eh bien, c'est, pardon de le rappeler, c'est une question de mesure, c'est une question d'équilibre. Si je fais que de la discipline, eh bien à ce moment-là, j'entraîne la récession et j'étouffe un pays économiquement. Si je fais que de la solidarité, eh bien j'aboutis à la situation qui est la situation de la Grèce, et j'arrive à une faillite d'un État. Eh bien, il faut trouver ce juste équilibre, et l'Europe est là pour le faire. Peut-être qu'au moment où il y a des plans de rigueur sur tous les pays européens, eh bien, il faut que l'Europe soit une Europe de la relance, une Europe de la croissance, et une Europe de l'innovation. Vincent de Féligon de La Croix. Vous avez le sentiment que vis-à-vis de la Grèce, les Européens ne sont pas en train de tuer le malade, justement, c'est-à-dire en imposant des plans de rigueur qui sont extrêmement violents. On voit que la croissance, que la Grèce est en décroissance depuis 5 ans, ils ont perdu 20 à 30% de leur PIB en quelques années, et effectivement, le malade risque de mourir guéri, comme vous êtes médecin, ça doit vous toucher. Vous regardez le côté discipline budgétaire. Il y a eu un premier plan sur la Grèce, et je partage assez votre avis sur la première partie de ce plan. C'était un plan presque exclusivement de rigueur. Puis il y a eu un deuxième plan très spécifique à la Grèce, dans lequel les banques ont renoncé à 50% de leurs dettes, dans lequel on a injecté successivement, et j'arrondis,
successivement 2 fois 100 milliards d'euros pour aider la Grèce. Avec une Europe qui a dit que les fonds structurels seraient débloqués, 8 milliards de francs immédiatement, pour la croissance et pour créer les conditions de la croissance et de l'emploi. Donc on ne peut pas dire aujourd'hui que la Grèce n'est soumise qu'à une dure discipline. Elle est soumise à une dure discipline, mais en même temps, elle est avec une aide très substantielle de la part de l'Europe, aide conditionnée par la discipline. Si vous n'avez pas les deux, si vous n'avez pas cet équilibre, à la fois, oui, il y a une rigueur budgétaire parce qu'on ne creuse plus le déficit, mais oui, je fais une relance et je trouve le chemin de la croissance. À ce moment-là, vous ne trouvez pas le chemin efficace pour recréer l'emploi. La France, qui a une politique, on va dire, de rigueur, pas d'austérité, de rigueur, elle a quand même fait des dépenses d'avenir à hauteur de 35 milliards d'euros. Des dépenses d'avenir en matière d'innovation, en matière de recherche, parce qu'on sait très bien que c'est ça qui demain va créer la croissance et l'emploi. Et il faut qu'on le fasse dans tous les pays européens et même à l'étage européen. Quand Michel Rocard propose, je passe la parole plutôt à Louis Dauphren de Notre-Dame. Juste une question sur les impôts. Tous les impôts vont augmenter, excepté l'impôt sur la fortune, Jean Leonetti. Est-ce que vous n'êtes pas inévitablement engagé dans une logique d'augmentation des impôts, de prélèvement, tel qu'on l'a vu déjà en ce début d'année, avec déjà le risque de l'inflation qui est extrêmement fort? Et est-ce que cela ne porte pas préjudice à tout espoir de vouloir redresser une situation en suivant une logique libérale, une logique de libérer les forces vives, telle que votre camp s'était employé à le définir? Bon, j'aime pas trop le camp, parce que j'ai jamais eu l'impression que mes adversaires étaient mes ennemis. Mais pour autant, je suis assez favorable à ce débat d'idées. Qu'est-ce que c'est que l'impôt? L'impôt, c'est nécessaire. Je dis même, l'impôt, c'est citoyen. Quand vous avez dit ça, comment faut-il pour faire que l'impôt soit juste? C'est ça, le véritable problème. Pour que l'impôt soit juste, vous avez 3 façons d'imposer les Français. Ou vous imposez leur capital, avec l'inconvénient, dans un monde ouvert, libre, et pas forcément libéral, que les gens peuvent partir avec leur capital. Ou bien vous imposez le travail, et dans la compétitivité mondiale, c'est une faute d'imposer lourdement le travail, et c'est la raison pour laquelle, on pourra éventuellement en parler, on envisage la TVA dite sociale. Ou bien vous imposez la consommation. Et quand vous imposez la consommation, vous avez le risque, effectivement, de pénaliser les plus modestes dans leur consommation. Eh bien, quand vous avez regardé ces 3, il y en a un qu'on doit protéger, c'est le travail. La consommation, très sincèrement, si les produits chinois coûtent un peu plus cher en France, eh bien, moi je trouve que c'est une bonne chose, surtout si les produits français coûtent pas plus cher que ce qu'ils coûtent aujourd'hui. Et si, sur le capital, on se pose la question, vous verrez que vous aurez une contradiction rapide entre le fait de dire « j'ai travaillé toute ma vie, j'ai une petite maison, est-ce que c'est pas normal que je puisse la léguer à mes enfants ?» Et mon camp, comme vous dites, il répond « oui ». Et il a raison. Pour autant, est-ce que le capital ne doit pas être imposé? Et surtout, les flux de capital. Le flux de capital. L'argent qui fait de l'argent, voilà le mal. Il est le mal au niveau mondial, c'est la spéculation qui n'est pas l'entreprise, qui est le spéculateur. Et au niveau national comme au niveau européen, c'est si l'argent a été est au service du développement de l'économie et de l'emploi, alors c'est du bon argent. Si c'est de l'argent qui produit de l'argent et de manière spéculative et artificielle, c'est effectivement quelque chose contre laquelle il faut lutter. Et c'est pour ça qu'il faut faire la taxation sur les transactions financières, parce que ce n'est pas de l'économie réelle. Qui est un peu une arlésienne, cette taxation. Bah écoutez, l'arlésienne arrive. Donc, c'est un scoop ou c'est l'aboutissement d'un long travail? Non, je crois que c'est l'aboutissement d'un long travail. Je crois que c'est dans la lettre franco-allemande. Je crois que la Commission européenne a travaillé, elle a remis ses conclusions en septembre. Elle a
ouvert des hypothèses sur des taux, sur les possibilités. On a déjà fait un premier tour de table au niveau européen. On sait que la France et l'Allemagne sont prêts à y aller. La détermination du président de la République est totale sur ce sujet. Et donc, je pense que nous allons avancer beaucoup plus vite que dans les 30 dernières années, ce qui ne sera pas très difficile. Non. Vous avez dit que ça se Vincent ferait, Feligonde. vous avez dit que ça se ferait à la fin de l'année, vous avez dit récemment, là, ces derniers jours. C'est techniquement possible que d'ici la fin de l'année, les Européens se mettent d'accord, qu'on arrive à convaincre éventuellement les Britanniques, les Américains, les autres, et que ce soit mis en place à la fin de l'année. Parce que la Commission, je crois, travaille plutôt sur 2013. Tout dépend. Bon, si c'est près à la fin de l'année, ça veut dire que c'est effectif en 2013. On ne va pas jouer sur les dates ou sur les mots. Ce qui est important, c'est que cette année soit consacrée à ça, et le groupe d'experts qui travaille avance très vite. Après, le problème du périmètre que vous évoquez, si on dit « je veux le monde entier », alors ça ne se fera jamais. Si vous attendez que les États-Unis d'Amérique soient d'accord, et que même la Grande-Bretagne donne son accord total, eh bien, il y a des chances pour que vous ayez un peu de difficulté à le faire dans un calendrier rapproché. On a quand même un exemple historique avec la Suède qui avait instauré une taxe sur les transactions financières de manière isolée, et ils sont revenus en arrière parce qu'effectivement, ils ont fait une très mauvaise expérience. Ce n'est pas une insulte vis-à-vis des Suédois que de dire qu'il avait fait tout seul, que ce n'est pas la majeure partie de l'économie européenne, et qu'en même temps, il avait mis à un taux très élevé, 1%. Je rappelle que les propositions qui sont faites par la Commission, c'est plutôt du 0,01%. Donc, ce n'est pas du tout les mêmes niveaux de prélèvement. Et ensuite, quand vous avez déjà la France et l'Allemagne, qui représentent 50% du produit intérieur brut de la zone euro, qui disent « on va le faire », eh bien, il faut passer à la vitesse supérieure, et il faut avancer quelquefois en groupe pionnier. C'est la nouvelle Europe qui va être comme ça. Il va y avoir la France, l'Allemagne qui va avancer, vont à côté d'elle venir d'autres pays qui ont les mêmes convictions, et puis à la fin on se trouvera peut-être à 17, peut-être à 17+, peut-être, après tout, peut-être à 27. Je vois que moi, mon souhait, c'est que le Royaume-Uni reste, la Grande-Bretagne reste dans l'Union européenne et qu'elle puisse participer pleinement au développement économique de l'Union européenne. Donc, regardez ce qui vient de se passer le 9 décembre. On part en disant, est-ce qu'on aura les 17 ? Après, on dit, on aura 17+. Et finalement, on finit à 26 sur 27, avec une décision que je respecte de la Grande-Bretagne, mais qui, constatons-le, l'isole un peu au sein de l'Union européenne. Donc ça veut dire que maintenant, il faut être capable d'avancer quelquefois, non pas de manière solitaire, mais par petits groupes. Ça s'appelle l'Europe à deux vitesses, ça peut énerver, mais l'Europe à deux vitesses, elle est née à Maastricht, elle est née quand on a fait l'euro, et bien maintenant, il faut en tirer les conséquences. Il y a des gens qui veulent plus d'Europe, qui veulent lutter contre la spéculation et organiser les marchés financiers. La France est de cela. Enfin, en l'occurrence, avec une Europe à deux vitesses, vous avez des problèmes la méthode communautaire passe à la trappe, puisque le Parlement européen qui représente les 27, la Commission qui agit dans l'intérêt général des 27, sont de fait mises de côté. Donc c'est l'intergouvernemental et le franco-allemand, le couple Merkozy qui fait la loi. Il ne fait pas la loi. Une vraie question. S'il faisait la loi, il la ferait tout seul. Or, je constate simplement que lorsque Nicolas Sarkozy et Angela Merkel ne se réunissent pas, on dit qu'est-ce qu'ils attendent. Quand ils se réunissent et qu'ils font des propositions, on dit c'est un diktat franco-allemand. Et puis le diktat franco-allemand est adopté par l'ensemble ou la majorité des pays de l'Union européenne. Et je rappelle au passage qu'ensuite on le ratifie par l'ensemble des parlements. Donc dire qu'il n'y a pas de démocratie alors que c'est des chefs d'État et de gouvernement qui ont été élus par le peuple et qui vont ensuite en référer aux représentants du peuple, je trouve que c'est un mauvais procès. Je crois qu'encore pendant longtemps, c'est le couple franco-allemand qui avancera et qui prendra, entre guillemets, le beau risque de l'avenir et de l'innovation, et qu'il entraînera avec lui un certain nombre d'autres peuples qui auront envie de faire la même chose. Et puis, vous verrez qu'il me semble que c'est le plus d'Europe, le mieux d'Europe. La lutte contre la spéculation et la régulation des marchés financiers qui gagnera par rapport à une vision que je qualifierais un peu excessivement d'ultralibérale, qui consiste à dire on touche à rien et on laisse le monde tel qu'il est. Quand on fait de la politique, c'est pour avoir un monde nouveau.
il y a une Europe nouvelle qui est en train de se mettre en place. N'attendons pas d'avoir la totale unanimité de l'ensemble des pays pour avancer. Il faut qu'on avance d'abord. Romain Mazno, RCF. Alors quand on parle Europe, on le voit, on parle dette, agence de notation, rigueur, on ne peut pas dire que ça fasse vraiment rêver. Quels projets peuvent permettre de recréer un désir d'Europe, peuvent contribuer à faire aimer l'Europe? Vous avez raison. Cette Europe telle qu'elle est présentée, c'est une Europe des marchés, c'est une Europe des marchés financiers, c'est une Europe qui est sous la surveillance d'agences de notation dont on ne peut pas dire que l'objectivité et la transparence est leur principale qualité. Et en même temps, c'est une Europe qui reste dans un cercle financier économique avec des conséquences sociales et quelquefois des conséquences sociales dramatiques. Eh bien, cette Europe-là, oui, c'est un passage nécessaire. C'est un passage nécessaire, mais elle doit être le moyen pour porter une Europe des valeurs. L'Europe, ça n'est pas que l'économie. Ça n'est pas un marché, ça n'est pas qu'un marché, ça n'est pas qu'une harmonisation financière. Qu'entendez-vous par Europe des valeurs? L'Europe des valeurs, lorsque vous allez aux confins de la Croatie, au bord de la Serbie, à Vukovar, qui est une ville martyre, et que vous voyez que par la perspective européenne, qu'ont la Serbie et la Croatie, à des degrés divers, la Croatie va y rentrer, et la Serbie va probablement franchir la première marche. Eh bien, leur perspective européenne les amène à la paix. Et une Europe qui défend la démocratie, la paix et la liberté, c'est revenir aux valeurs fondamentales. Quand vous êtes à Strasbourg et que vous êtes dans la délégation française, vous avez d'un côté la forêt noire et de l'autre côté vous avez la forêt vosgienne. Si vous n'avez pas la capacité de vous rappeler combien de morts et de blessures et de souffrances ont entraîné cette frontière et cette haine même des générations précédentes entre la France et l'Allemagne, et qu'aujourd'hui cette paix qui nous paraît normale, cette démocratie qui nous paraît évidente, cette liberté de parole, d'aller et de venir qui nous paraît essentielle, eh bien c'est ça l'Europe de demain. C'est être ensemble sur des mêmes valeurs, mais en même temps, avoir des mêmes valeurs, ça veut dire qu'on construit techniquement une Europe qui est capable de les défendre, c'est-à-dire de se donner les moyens financiers, économiques, pour pouvoir le faire. Alors encore une question sur ce dossier, Louis Dauphren, Radio Notre-Dame. Oui, les peuples apparemment l'entendent différemment lorsqu'ils réprouvent précisément des initiatives, lors de référendums, des initiatives prises par des gouvernements favorables à l'Union européenne et favorables à l'évolution que vous décrivez. Vous nous parlez de l'Europe des valeurs contre l'Europe financière, mais c'est l'Europe financière qui s'est construite et vous y adhérez, mine de rien. Et aujourd'hui, vous avez des personnes qui sont aux rênes de pays européens, qui viennent, comme on le sait, de banques américaines en particulier, et ce sont elles qui font la loi, ce n'est pas vous. Je ne partage pas votre opinion. D'abord, il n'y a pas l'Europe des valeurs contre l'Europe financière et économique. L'Europe financière et économique, elle est le socle qui porte, un moyen qui porte des valeurs. Un pays dans la misère, il pense à sa misère et il ne pense pas à ses valeurs. Donc, d'abord vivre, ensuite philosopher, dit aussi un adage romain. Eh bien, d'abord, on va trouver le chemin de la croissance et de l'emploi, et ensuite, on ne va pas oublier non plus les valeurs on en qui perd nous des fondent. emplois, 1000 emplois industriels par jour, on perd. Alors pourquoi on en perd ? Posons-nous la question simplement parce que nous sommes encore dans un système dans lequel on a mis une monnaie unique et on n'a pas été capable d'avoir une gouvernance économique européenne. Rendez-vous compte quand même que ce qui se passe au niveau européen aujourd'hui, c'est la vitesse supérieure par rapport à ce qui s'est passé dans les 10 dernières années. On a eu une Europe naïve. On faisait l'Europe, on faisait l'euro, et on allait avoir la croissance de fait. On constate que ça ne va pas de fait, et qu'il faut une gouvernance économique à cette monnaie. Il n'y a pas un pays au monde, dans l'histoire, il n'y a pas un pays au monde, à l'heure actuelle, qui a une monnaie et qui n'a pas une directive européenne, économique de cette monnaie. Donc, on la met en place. Ensuite, vous posez la question de dire qui c'est qui fait la règle et la loi, et est-ce que le peuple est oublié ? Vous avez raison d'évoquer le danger qu'une Europe qui ne serait pas populaire devienne populiste, et qu'un jour, il y ait un rejet du peuple. Je rappelle, que les décisions sont prises par des chefs de gouvernement et d'État qui sont élus par le peuple, et que ça passe par les parlements,
parce que nous Ce sont sommes les tous lobbyistes dans à des Bruxelles qui font la démocraties. loi. Les lobbyistes à Bruxelles, vous les connaissez bien, Jean Écoutez, Leonetti, ce sont quand eux qui je font la suis au loi. Parlement français, les traités, ils sont gérés, votés au Parlement français, ils ne sont pas votés à Bruxelles. Et Bruxelles, on arrête de dire que c'est Bruxelles qui fait tout, parce que Bruxelles, c'est une commission, la commission ne fait que proposer, elle ne prend aucune décision. C'est le Conseil européen et le Parlement européen qui prennent les décisions, donc les représentants du peuple. Et puis allons plus loin. Allons plus loin. Est-ce qu'il ne faut pas aujourd'hui qu'il y ait un Parlement de la zone euro? Ben moi je vous dis oui. Il faut un Parlement de la zone euro. Parce que si on va plus loin dans un domaine, il faut un contrôle démocratique. Donc ne croyons pas qu'il y a... Souhaite-t-il ce Parlement? Oui, je le souhaite. Où serait-il? Aurait-il une forme particulière? Ah ben, Vous il y a avez la forme pensé des manière pays de la concrète? zone euro et il pourrait être, À Strasbourg? je dirais, alimenté par les parlements nationaux. Un Parlement qui se juxtapose au Parlement déjà existant, Ben, il ne se juxtapose pas. parallèlement. Et Parlement parallèlement, de je vitesse, suis, alors. si j'étais Alors, c'est Louis Dauphren et Romain Masneau député qui vous européen posent cette- français, élu en France, Monsieur Leonetti, quand c'est- il y a la zone euro qui décide, je suis parlementaire de la zone euro, et quand on décide au niveau du marché unique, qui est une zone plus large, eh bien, je décide à l'intérieur d'une zone plus large. Sur ce plan, s'il y a une Europe qui va plus vite qu'une autre Europe, et nous le souhaitons, nous, la France, l'Allemagne et un certain nombre de pays, et en particulier les pays de la zone euro. Si on veut plus d'Europe, plus d'intégration, il faudra bien qu'il y ait un contrôle démocratique, et il faudra bien que ceux qui ne veulent pas aller plus vite acceptent que nous allions plus vite. Je rappelle que c'est le traité de Lisbonne permet justement, c'est qu'on appelle des coopérations renforcées. Ça veut dire que plusieurs pays vont plus vite ensemble parce qu'ils estiment que c'est l'intérêt économique de l'Europe et l'intérêt de leur population. Alors sur ces Parlement questions, de la zone euro, pardon, c'est sur ces, prévu par pardon, Vincent, sur ces questions institutionnelles, donc c'était Romain Masneau Oui, et on Louis rentre un peu Dauphren dans la complexité, je m'en excuse. qui avait posé la question, mais comme le temps passe, je voudrais qu'on ne termine pas ce dossier, Vincent, sans aborder la question de la Hongrie. Et je pense que c'était Vincent de Félicon qui voulait vous poser une question sur la Hongrie. Je peux juste poser une question sur le Parlement de la zone euro. Ça sera prévu dans le traité qui est actuellement en négociation? Non, le traité ne parle pas de la zone euro, mais c'est Une perspective de une long des terme. propositions des humanistes de l'UMP qui a été repris dans le projet UMP. Et je pense qu'à un moment donné, le président regardera cet ancrage démocratique de manière positive. Alors juste, Parlons de la Hongrie, effectivement. Donc, vous brièvement. dites que l'Europe, ça doit être l'Europe des valeurs. On voit qu'un des pays membres de l'Union européenne fait voter une nouvelle constitution dans laquelle il y a, il y a des graves atteintes à la liberté de la presse, une justice inféodée au pouvoir. Et finalement, à ce stade, les Européens n'ont pas beaucoup réagi. Les Européens ont réagi au travers de l'organisation qui est la leur, c'est-à-dire que la Commission a écrit plusieurs fois à la Hongrie, et je voudrais distinguer deux aspects. Il y a un aspect qui est un aspect respect des traités. Bon. Dans le respect des traités en particulier, il y a le problème de la banque, de l'organisation, etc. Et ça, c'est un problème que je qualifierais, pardon de le dire comme ça, de technique et de respect du traité de l'Union européenne. Il y a un deuxième aspect, vous avez raison de l'évoquer. L'Europe, ce n'est pas uniquement l'économie, la finance, c'est aussi des valeurs. Et donc, il est logique que la Commission, et d'ailleurs c'est prévu dans les traités, c'est prévu à l'article 2 des traités, que nous sommes basés sur des valeurs de démocratie, de pluralité, et que donc, dans ces éléments-là, il y a matière à être inquiet de ce qui se passe en Hongrie. Alain Juppé l'a dit il y a quelques jours, partage complètement cette position. Il n'est pas question que la France vienne s'immiscer dans les affaires intérieures de la Hongrie, mais elle doit être à la fois légitimement inquiète de ce qui se passe et en même temps vigilante. Il y a une procédure qui est complexe, qui peut se mettre en œuvre. comme celle qui a été pratiquée pour l'Autriche, Oui, ben, on ne peut pas dire... c'est-à-dire que la Hongrie serait comme l'Autriche absente des prochaines rencontres Je européennes. crois qu'avant qu'on arrive à des sanctions ultimes, on doit continuer à avoir un dialogue ouvert avec nos homologues hongrois. Et je crois que c'est plus par la persuasion, le dialogue et la raison qu'on doit aboutir à une solution. Je rappelle quand même que ce gouvernement est élu démocratiquement, même si, je partage votre avis, il y a un certain nombre d'inquiétudes qui naissent de leur constitution récente en matière de respect des libertés individuelles et de respect de l'état de droit.
Alors, il est temps de marquer cette seconde pause pour cette émission Face aux chrétiens. Nous retrouvons notre invité Jean Leonetti dans quelques instants et nous aborderons les autres questions d'actualité. Notre invité aujourd'hui est Jean Leonetti, ministre chargé des Affaires européennes. Il est accueilli, il est reçu par Vincent de Féligonde de la Croix, Louis Dauphren de Radio Notre-Dame et Romain Mazenot pour RCF. Alors, monsieur le ministre, comme on l'a dit, c'est le moment des questions d'actualité les plus diverses, mais on connaît aussi vos spécialités, vos compétences, par le passé notamment en matière de bioéthique. Alors, la première question que je vous pose, elle a trait à une actualité qui date de quelques semaines, mais qui reste de grande force. Vous avez évoqué la possibilité d'un débat possible sur l'euthanasie, mais après la présidentielle. On connaît votre manque de faveur pour la méthode du référendum. Alors c'était suite cette affaire de l'hôpital de Bayonne où avait été mis en examen un médecin urgentiste. Quand vous dites qu'il faudra faire un débat sur l'euthanasie, ça veut dire qu'il manque toujours un débat en France sur l'euthanasie. Et quel genre de débat ? Pourquoi j'ai dit ça ? D'abord parce que la question de la fin de vie est une question complexe. Et pourquoi je ne veux pas le référendum sur des questions complexes ? Parce que quand on pose une question complexe et qu'on demande une réponse par oui ou par non, eh bien, on oublie que la question est complexe. Le deuxième point, j'ai jamais dit que je voulais un débat sur l'euthanasie, j'ai dit que je voulais un débat sur la fin de vie, la fragilité et la vulnérabilité. Et que je pense que c'est un des débats qui est au cœur de la société d'aujourd'hui, où la jeunesse, l'efficacité, la rentabilité sont les éléments qui apparaissent comme des éléments majeurs de valeur, alors que j'ai la prétention de penser que dans la faiblesse, il y a une force et il y a un certain nombre de valeurs qui peuvent émerger. Ensuite, vous connaissez mes opinions sur la fin de vie. On a fait une loi qui dit on n'abandonne jamais et on ne laisse pas souffrir. Si on devait la résumer, c'est ça. Et il y a une technique, on se parle. Voilà. Si on reste sur cette base, je dirais que, un peu à la méthode augustinienne, aime et fais ce que tu veux, n'oubliez pas de ne pas abandonner celui qui est dans la plus grande fragilité, celui qui va mourir, et de ne pas le laisser souffrir, et vous continuez à vous parler. Équipe, famille, malade. Parce que vous estimez que la loi qui porte votre nom, Leonetti, n'est pas suffisante. Je pense qu'elle est suffisante et non appliquée. Ah, c'est différent, en effet. Voilà. Après, pourquoi je veux un débat ? Parce que le président de la République m'a confié le débat sur la bioéthique, qui est un autre débat, mais qui englobe le problème de la fin de vie. Il y avait des gens qui disaient, bon, écoutez, c'est un problème de spécialiste, il n'y a personne qui y comprend rien. L'embryon, la cellule souche, la greffe d'organes, c'est des problèmes techniques. On va laisser ça aux politiques, aux techniciens. On revient à la conversation qu'on avait tout à l'heure. Et puis on va prendre le politique technicien, on va prendre Leonetti, comme ça il va nous dire ce qu'il faut faire. Eh bien moi je prétends que ce débat, c'est un débat de société. Et que ce débat de société, on ne peut pas les aborder uniquement au moment où il y a une affaire d'un médecin qui commet une erreur, et d'un côté il y a ceux qui disent il faut toucher à rien, et que de l'autre côté il y a ceux qui disent il faut légaliser l'euthanasie. La solution, elle est autre. La preuve, c'est qu'on a pris la troisième solution et cette solution, elle a été adoptée à l'unanimité à l'Assemblée nationale à l'époque. Mais dans l'opinion, vous pouvez arriver à une synthèse ? Eh bien, je et pense. Une unanimité ? Sur la bioéthique, j'ai proposé au président de la République un débat. Un débat qui était un débat avec des panels de citoyens tirés au sort. On a pris 20 personnes à Marseille, à Strasbourg et à Rennes, et puis on les a mis en situation de leur dire qu'est-ce que vous feriez là-dessus ? Bien sûr, on leur a apporté de l'information, mais on a fait un vrai débat, comme ça se passe d'ailleurs dans certains pays européens comme le Danemark. Eh bien, on a abouti à ce que les valeurs qui sont les nôtres, valeurs du respect de la fragilité, valeurs du respect de la personne humaine, valeurs du respect de la dignité, eh bien, elles ont émergé. Il faut faire confiance au peuple. Et j'en ai marre d'avoir à répondre sur la question de l'euthanasie chaque fois qu'il y a une erreur, une faute ou une affaire médiatique. Je veux qu'à un moment donné, les Français soient devant cette réalité. Chaque fois que je débat avec eux de manière ouverte, bien sûr que j'ai toujours des avis divergents, mais en même temps, quand on leur dit pas de souffrance et pas d'abandon, c'est ce que m'ont toujours demandé mes malades. Vous ne me laisserez pas tomber, vous ne me laisserez pas souffrir.
Il n'y en a pas beaucoup qui m'ont demandé de les tuer quand j'avais accepté ce double solidarité. Je ne laisse pas souffrir mon malade, je ne l'abandonne jamais. Eh bien, cette société, elle ferait mieux de réfléchir à la façon dont on abandonne les plus faibles ou on les laisse souffrir, plutôt qu'à savoir comment on les tue. Louis Dauphren, Radio Notre-Dame. Tout à l'heure, vous avez dit, en tant qu'humaniste, il y a des choses qu'on ne peut pas faire, qu'on doit s'interdire. Et comme vous êtes ministre chargé des Affaires européennes, vous n'êtes évidemment pas sans savoir qu'il y a des dispositions en Europe qui sont beaucoup plus laxistes, plus avant-gardistes que les nôtres, si on pense aux Pays-Bas en particulier dans le domaine de la fin de vie. Est-ce que vous craignez qu'il y ait une évolution européenne qui oblige la France un jour à s'aligner sur ces questions-là, sur des pays qui sont beaucoup moins scrupuleux que vous ne l'êtes vous-même? Non. Non, parce qu'à l'intérieur de l'Europe, par exemple, j'ai signé la convention d'Oviedo sur la bioéthique. Il y en a qui la trouvent trop restrictive, la Grande-Bretagne, il ne la signe pas. Il y en a qui la trouvent insuffisante, l'Allemagne, et il ne la signe pas. Donc ça veut dire qu'il y a un cadre, et qu'à l'intérieur de ce cadre, il y a différentes possibilités. Je rappelle d'ailleurs que le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a condamné les Pays-Bas pour leurs pratiques euthanasiques. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas craindre les instances internationales parce qu'elles sont un élément de vigilance. Qu'à l'intérieur des pays et des choix spécifiques, ce n'est pas la France qui va s'en offusquer. La France est un des rares pays à avoir des lois de bioéthique. Tandis que dans les autres pays, il y a souvent, comme en Grande-Bretagne, des recommandations, alors qu'il y a une loi commune qui n'évoque pas le problème spécifique. Donc oui, il y a des spécificités nationales, elles doivent être respectées, et ce n'est pas à moi d'expliquer aux Pays-Bas comment ils doivent faire, mais lorsqu'il y a un cadre européen, c'est un cadre qui est en grande partie restrictif. Romain Mazenot, RCF. La révision des lois de bioéthique a conservé le principe d'interdiction de recherche sur l'embryon, sauf dérogation. Est-ce que ce principe est tenable longtemps? Est-ce que le verrou ne va pas finir par sauter un jour? C'était le grand débat, et c'était le grand clivage entre la droite et la gauche, et moi-même j'ai essayé de trouver C'est un clivage droite-gauche, pardonnez-moi. Ça a voulu être un clivage droite-gauche. Je pense que ça ne l'est pas. Je pense que... pardon de rentrer dans le technique, mais un embryon, c'est au minimum, est-ce que c'est une chose ou est-ce que c'est un être en devenir? C'est plutôt de l'être plutôt que de l'avoir. Hein? Est-ce que je peux faire n'importe quoi sur un embryon, même si le ciel est vide? Non. Parce que l'avenir de l'homme, même si je pense que la finitude de l'homme ne va pas dans l'au-delà, eh bien, doit être respecté. Donc vous voyez bien que là, on n'est ni dans les croyants et non-croyants, ni dans la droite et la gauche. Et puis ensuite, je prends une cellule, les premières cellules, et ces cellules-là, elles vont devenir du foie, du rein, du cœur. Et si j'arrive à faire du foie, du rein et du cœur à partir de ces cellules qu'on appelle cellules souches, eh bien peut-être je peux guérir des maladies. Et donc, c'est pas le bien contre le mal, la bioéthique, l'éthique. C'est pas non plus, je dirais, le progrès contre le conservatisme. C'est toujours un choix entre deux biens. On n'est pas habitué à ça, ni en politique, ni dans le débat. J'ai un bien et j'ai un autre bien. Et je choisis l'équilibre entre ces deux biens. Je veux une recherche scientifique lucide, efficace, innovante. Et pour ça, je sais que c'est un bien. Et en même temps, je veux respecter la dignité de la personne dès sa conception. C'est écrit dans la Convention d'Oviedo européenne. Et ça, c'est aussi un bien. Eh bien, je concilie deux biens qui peuvent, dans certains cas, avoir des aspects contradictoires. C'est ça le débat bioéthique. Ce n'est pas un débat manichéen de la droite contre la gauche, du bien contre le mal ou du progrès contre l'archaïsme. Si vous considérez que, je me permets, si Oui, vous considérez que l'embryon est un être, vous allez aussi sur le terrain de l'IVG, inévitablement. Non, c'est un... je vais vous reposer la question. Il y a deux biens. Il y a une personne humaine qui porte un enfant. Et elle est en danger parce que le fait de porter cet enfant, dans son être à elle, comporte un risque psychologique majeur. C'est ça la loi Veil, on l'oublie un peu. Et alors, je choisis le moindre mal. Je choisis plutôt la mère que l'embryon. Parce que je considère qu'il y a un degré différent d'évolution entre l'embryon, le fœtus,
et l'être qui est né, c'est le droit français. Et en même temps, je suis dans un dilemme de deux valeurs, et c'est vrai, et de bien, et je choisis le bien de la mère. Donc, il n'y a pas de contradiction. Si on accepte de dire, il n'y a pas le bien contre le mal, il y a le bien contre le bien, et je choisis le moindre mal et le meilleur bien, à ce moment-là, je suis dans un débat éthique ouvert, et je fais des choix qui sont toujours difficiles, mais qui sont des choix équilibrés. Vincent de Féligon, la Croix. J'avoue, je n'arrive pas bien à comprendre pourquoi vous appelez à nouveau un débat sur la fin de vie, puisque vous l'avez dit vous-même, votre loi a été votée à l'unanimité. Donc, tout l'échiquier politique est d'accord sur cette loi qui est considérée comme une loi d'équilibre. Pourquoi est-ce que cette loi n'est pas appliquée ? J'appelle pas un débat sur la fin de vie, sur l'euthanasie, j'appelle un débat sur la fin de vie. Réveillez-vous, Français, voilà. Réveillez-vous, regardez la vulnérabilité de la personne âgée qui approche de sa fin de vie. L'homme, c'est le seul animal qui sait qu'il va mourir. Et plus il est proche de la mort, plus il en prend conscience. Et puis en même temps, ces gens-là sont plus fragiles que les autres. On mesure le degré d'une civilisation à la capacité qu'elle a à protéger les plus faibles. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'un tel débat ? Pratiquement, qu'est-ce qu'on peut attendre ? Qu'enfin, on sorte de ces débats successifs, réducteurs et simplistes, dans lesquels on me dit « vous êtes pour ou contre l'euthanasie ?» et répondez-moi en 15 secondes. Donc l'idée, c'est de faire émerger une conscience Bien sûr. Enfin, d'éveiller disons les choses. au sens de la faiblesse. Disons les choses. Monsieur Bonnemaison a donné la mort à un certain nombre de personnes qui ne le lui demandaient pas. Qui était le médecin urgentiste, Voilà. je rappelle, de Bayonne. Médecin urgentiste, qui ne le lui demandaient pas. Et il a lu dans leur regard et dans la poignée de main qu'il donnait aux familles l'assentiment de faire ce qu'il s'apprêtait et qu'il a fait. Est-ce que ça, c'est une société évoluée ? Est-ce que ça, c'est une société démocratique ? Est-ce que ça, c'est une société qui respecte les droits de l'homme et qui respecte la vulnérabilité, l'endroit où il faut le plus respecter les droits de l'homme ? Lui, il vous dira que oui. Eh bien, lui, il n'a pas à dire que oui, parce que la loi dit que non. Et que la loi, elle dit simplement que même si un jour, ce que je ne souhaite pas, on faisait une loi permissive sur l'euthanasie, même en Hollande, même aux Pays-Bas, on demande quand même l'accord de la personne vulnérable pour lui donner la mort. Dans quel pays on vit ? Et à partir de cet exemple qui est une faute médicale, je le dis très clairement, on vous dit, eh bien, ça relance le débat sur l'euthanasie. Ça relance rien du tout. Le vrai débat sur l'euthanasie, c'est le débat sur la vulnérabilité de la personne âgée et de la dépendance. Et dans le cas où la personne vulnérable âgée donnerait son accord, vous seriez favorable à une évolution ? Moi, je crois qu'il est toujours dangereux d'obtenir des plus fragiles des accords pour les rendre encore plus fragiles. Autrement dit, je crois que le respect de la dignité de la personne, c'est le respect de sa dignité au-delà d'elle-même. Je vous prends un exemple précis. Pourquoi vous ne pouvez pas vendre votre rein ? Pourquoi en sortant, là, s'il y a un milliardaire qui vous achète votre rein, vous ne pouvez pas le lui vendre ? Et pourtant, il est à vous, ce rein. Pourquoi vous ne le lui vendez pas ? Pourquoi la loi française l'interdit ? Pourquoi l'ensemble des lois du monde l'interdit ? Mais parce que ce rein, à la fois, il est à vous, mais en même temps, vous ne pouvez pas le vendre parce que vous altérez l'humanité qui est en vous en marchandisant votre corps. Eh bien, si on n'a pas cette réflexion un peu complexe et qui ne se règle pas dans le fait le médecin de Bayonne, il a tort ou il a raison ? Eh bien, moi, je dis simplement que je ne juge pas ce qu'a fait le médecin de Bayonne et c'est à la justice de le faire. Mais je dis simplement que si on continue à avoir une vision individualiste, quand je veux la mort, j'appelle le médecin, on me la donne, et quand je veux vendre mon rein, je le vends, c'est la même chose. Ça veut dire que l'homme, à un moment donné, on est liés entre nous par des choses qui font que notre humanité, le fait que je sois homme, eh ben, ça me lie à vous et ça m'interdit de faire contre vous des actes qui sont contraires à votre dignité, même à votre demande. Monsieur le ministre, nous aurons sûrement d'autres occasions de prolonger ce débat fort complexe. En tout cas, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous temps remercie. De conclure, à vous tous qui êtes fidèles à cette émission Face aux chrétiens, je vous propose éventuellement, si vous l'avez prise en cours, de retrouver cette émission sur les sites respectifs de La Croix, de Radio Notre-Dame, de RCF et bien entendu aujourd'hui de KTO. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine puisque nous aurons comme invité Ramayad, l'ancienne secrétaire d'État. À très bientôt.